système d'information qui exploite des satellites. Et du coup, ça n'a vraiment pas été une voie lactée. À vous. Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Nous allons vous faire du coup un retour d'expérience sur une refonte d'Archi que nous menons avec Henri maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Et pour vous en parler, Henri qui a officié en tant que PO et moi-même en tant que tech lead. Excusez-moi. On a beaucoup de choses à vous dire dans cette présentation. Pourtant, si on n'avait qu'une seule chose que nous aimerions que vous reteniez de celle-ci, ça serait que nos projets d'architecture sont autant des projets humains et d'organisation que des projets techniques. En disant ça, en fait, on s'inscrit dans la droite ligne de la loi qu'a édicté quelqu'un qu'on aime bien dans l'informatique et dans l'architecture en particulier. Donc, ce bon Melvin Conway qui a dit il y a un peu plus de 60 ans que toute organisation qui produit un système produira nécessairement un système qui est la copie des structures de communication de cette organisation. Ce dont nous, on s'est rendu compte tout au long de cette refonte, et le fait de formaliser cette présentation aujourd'hui, ça nous a vraiment frappé comme une évidence, c'est que tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a raté aussi, parce qu'on a raté des choses, tout ça, c'était plus des questions d'orga, des questions d'humain, des questions de com, que des questions techniques, et qu'en fait, la clé d'une refonte d'archi, c'est comment est-ce que mon design technique répond à un design humain. Ça paraît évident de le dire, on est tous convaincus, je pense que l'informatique, c'est rendre un service au métier, mais le métier, c'est pas uniquement un besoin et des fonctionnalités, c'est des gens qui interagissent. Et ce qu'on va essayer de vous faire ressortir dans ce talk, justement, c'est comment faire en sorte que votre architecture rende service à cette organisation avec ses injonctions paradoxales, ses problèmes et ses forces. Pour tout ça, on vous propose 10 commandements. Le client pour lequel on travaille, donc c'est le domaine de l'audiovisuel, on s'est dit que le petit clin d'œil pourrait être sympa. Donc on vous propose 10 commandements, les 10 leçons que nous on retient et qui, on l'espère, pourront vous être utiles si vous êtes vous-même engagé dans un projet de refonte ou si un jour vous vous lancez dans cette aventure extraordinaire. En grille de lecture sur l'ensemble de notre présentation, on va commencer par vous donner le contexte, vous permettre de voir un peu de quel SI on parle, vous donner quelques chiffres aussi. Ensuite, comment est-ce qu'on a pris cette décision un peu folle de se dire ok, ça y est, c'est l'heure de la refonte, et comment potentiellement vous projetez sur votre contexte et vous dire ok, ça y est, maintenant pour moi aussi c'est l'heure de la refonte. Ensuite, comment on s'est préparé. Une refonte, c'est pas un projet, c'est un programme. Il faut bien se préparer pour faire un départ lancé. Donc comment est-ce que nous on s'est préparé, quels sont les éléments intéressants à tacler avant le début du projet, comment on le démarre concrètement, quelles vont être les premières choses qu'on va faire dans une refonte et qui vont nous permettre justement de créer du mouvement rapidement. Et puis après, l'épineuse question, on va dire, de la pérennisation. Le projet est parti, on commence à être en prod. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mener la refonte jusqu'à son terme? Et donc, première partie, le contexte. Ce SI, de quoi s'agit-il? Alors, c'est l'histoire d'une application qui s'est petit à petit transformée en SI. Parti en 2007 d'un besoin simple d'import de données d'un fournisseur, de la persistance de ces données, de la possibilité de faire de la configuration de celui-ci et de l'interfaçage avec 2 partenaires, on arrive 11 ans plus tard à un SI complexe qui s'interface avec de nombreux fournisseurs, qui a vu son application principale grossir énormément, une galaxie d'applications qui sont apparues tout autour, et un interfaçage avec beaucoup de partenaires, notamment maintenant des fronts web et des mobiles, et un export dans tous les formats possibles et imaginables, même en Word et en MPEG. Quelques chiffres pour vous donner une idée de la bête. Donc l'âge du SI, c'est 13 ans. Le nombre d'applis qu'on a en prod aujourd'hui, c'est 32. On a fait 304 sprints de 2 semaines. Donc c'est la petite fierté locale, c'est qu'on est sans doute un des plus vieux projets agiles en activité. Notre première appli, elle a été mise en prod en 2007. Elle tourne toujours, elle fonctionne, ça se passe bien. On a à peu près 28 repos avec 776 430 lignes de code, chiffre qui est caduc puisque je ne l'ai pas mis à jour ce matin.
Nos API publiques, en moyenne, elles supportent à peu près 1 500 000 requêtes. Et en termes de volume de données, notre base principale, celle que vous avez vue sur la gauche du schéma précédent, elle a un peu moins de 50 millions de lignes. Tous ces chiffres techniques, c'est bien. Nous, il y a un chiffre qu'on aime plus, c'est 123. Et 123, en fait, c'est les gens qui ont travaillé sur le projet, les gens dans des ronds blancs, donc c'est les gens côté équipe de réalisation Octo, et les gens dans les ronds jaunes, c'est tous les gens côté client. Certains dans la salle arriveront peut-être à se retrouver. Parce que toute cette histoire, en fait, c'est vraiment des gens qui ont mis en place quelque chose, qui ont essayé de répondre à des besoins, et qui un jour se sont pris quelque chose de compliqué sur la tête. Et qui nous a forcé à prendre une décision, et c'est de cette décision que Cédric va vous parler maintenant. Alors le client est arrivé un jour en nous disant, bon, il y a un truc qui va vous tomber un peu dessus, on va s'interfacer avec un ou deux nouveaux partenaires et on en profitera pour mettre un coup de jeune sur nos interfaces, car nos utilisateurs qui opèrent le SI ont un peu de mal à l'utiliser, ils ont des douleurs. Nous, bon, on voit ça arriver, on lui dit, bon, pas d'inquiétude, on gère, c'est notre métier en même temps. Et on s'est mis à creuser un peu pour voir, du coup, qu'est-ce que ça allait impacter dans notre SI. Et en fait, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, on est passé à « oups », ça va être le Big Bang. Pourquoi? On l'a synthétisé ça sous 3 axes. Déjà, sous l'axe métier, en fait, on a des changements qui vont devoir s'opérer sur toutes les couches du SI. Et cela, en fait, on est arrivé à cet état-ci parce que une partie du métier a commencé à émerger en dehors du SI, du fait d'une stratégie qui favorisait beaucoup les clients, les utilisateurs finaux, et qui a délaissé un peu les utilisateurs du milieu. On est arrivé aussi on avait aussi un problème en fait de volume de données. On se retrouvait à avoir un volume de données qui allait être multiplié par 300 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'on était arrivé à la limite du mode opératoire qui consiste à rajouter du CPU et de la RAM. Et enfin, on avait aussi des enjeux de rapprochement de filiales pour que le SI puisse pour que le SI puisse se brancher avec le SI avec le SI d'une autre filiale. Et du coup, ces points-ci, ces points-ci unitairement, on sait les gérer et on l'a déjà fait durant toute la vie du SI. Mais quand on les a vus tous ensemble empilés les uns sur les autres, on s'est dit qu'il est l'heure de la refonte. Et ça nous emmène à notre premier commandement. Si tes enjeux sont métier, tech et orga, à la refonte, tu procéderas. Et du coup, maintenant qu'on a pris la décision de partir sur une refonte, comment on s'y prépare? Alors la première chose qu'on a cherché à faire, c'est surtout de ne pas faire de la technique et de se poser des questions un peu haut niveau, on va dire. Et je vais lancer le mot parce que je l'aime bien et qu'il est bien connoté, de réfléchir stratégie. Moi, je définirais la stratégie comme étant l'écart entre les situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et dans la situation désirée. C'est la stratégie qui va vous permettre de vous dire « Ok, comment j'y vais ?» Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est se dire « Ok, quel est notre but ? Quels sont nos objectifs et quels sont nos critères de succès ?» Là, on va vous montrer une slide qu'on a projetée en copil, donc beaucoup de couleurs, c'est charmant. Notre projet de refonte, en fait, on s'est dit qu'il avait 5 objectifs majeurs. 2 à gauche en jaune et rouge qui étaient plutôt sur la partie métier utilisateur. 2 à droite en bleu, plutôt sur une partie performance et techno, parce que autant vous dire que quand vous avez des applis en prod depuis 2007, c'est pas tout à fait le dernier framework à la mode. Et une dernière au milieu, comme disait Cédric, un enjeu de rapprochement entre 2 filiales, donc comment faire en sorte que notre SI puisse être plus modulaire. Ça, c'est nos objectifs. Associés à chaque objectif, des critères de succès qu'on a un petit peu simplifiés, qui vont être à la fois sur l'aspect découpage. On sait qu'on a atteint notre objectif si on a réussi à découper notre SI par domaine métier. Encore une fois, on part d'abord par le métier et pas tout de suite par la technique. D'un point de vue technique, on sait aussi qu'on voulait séparer la partie front-end et la partie back-end pour ne pas lier, et c'est la deuxième chose, ne pas lier la manipulation et l'exposition de la donnée, avoir vraiment des cycles de vie indépendants, quitte à forcer le trait un petit peu. Et notre critère de succès ultime, c'est comment rendre possible un système hybride où on a une partie des applications qui viennent de notre filiale, une partie des applications qui viennent de l'autre filiale, et tout ça se met en musique de façon cohérente.
Et en fait, au travers de ces objectifs et de ces critères de succès, ce qu'on voulait faire, c'est se dire, OK, on sait qu'on va faire une refonte d'archi, on sait que quand on fait de l'archi, il n'y a aucun choix qui est tout blanc ou tout noir. Vous prenez des choix, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients, et à un moment, il faut être prêt à payer le prix de ces inconvénients. Et l'objectif de ce cadre-ci, c'était de se dire, quand on va avoir un choix complexe à faire, on saura peser le pour et le contre d'une façon efficace, parce qu'on aura ce cadre global. Et c'est notre deuxième commandement. Pour faciliter les inévitables compromis, un cadre d'analyse, tu te donneras. Maintenant qu'on a nos objectifs, en fait, après avoir eu nos objectifs, on s'est attelé à poser un cadre un peu plus structuré et du coup à penser architecture fonctionnelle. Donc on a travaillé entre nous et avec les utilisateurs pour parler métier et échanger un langage commun. Et cela en fait nous a aidé en fait sur la réalisation de cette architecture fonctionnelle-ci. Au départ, on est parti en fait d'une map un peu chaotique d'objets métiers. Dans cette map, on avait déjà une idée en fait, de relation entre ces différents objets-ci qui nous paraissait évidente. Pour autant, le reste restait quand même plutôt chaotique. Du coup, ce qu'on a essayé de faire avec nos utilisateurs, c'est d'essayer de rapprocher nos objets métiers et de les lier entre eux, et éventuellement d'attribuer les attributs qui correspondent bien aux objets métiers qui doivent les contenir, et de créer ces différents liens-ci au fur et à mesure d'ateliers avec eux. Et à la fin, ça nous donne ce que vous voyez. Et en fait, à partir de là, on a pu déterminer nos domaines métiers. Et déjà, à ce stade-ci, en ayant déterminé nos domaines métiers, on avait déjà un effet très positif, c'est que, je vous avais dit un peu avant, on avait prévu d'exploser notre volume de données, et en repensant notre architecture fonctionnelle, on avait déjà pallié ce problème. Premier effet positif. Deuxième effet positif, en fait, à partir de ces domaines-ci, on avait également nos applications qui sont apparues. Alors, ce n'est pas apparu comme ça. À la base, nous, on avait une vision un peu plus floue de ces applications-ci, qui fonctionnaient plutôt pas mal, mais avec certaines adhérences à certains endroits. Et du coup, grâce au travail qu'on a fait avec nos utilisateurs pour essayer de mettre en place cette architecture fonctionnelle-ci, on a pu en déduire nos différents domaines métiers et notre architecture, ce qui nous amène à notre troisième commandement. Pour concevoir le nouveau système, avec tes utilisateurs, tu travailleras. Dernière chose à faire avant de se lancer, c'est la question épineuse dans toute refonte. C'est OK, on va faire comment pour aller en prod et comment est-ce qu'on va faire pour réussir à étouffer le legacy avant que ce soit lui qui nous étouffe. Il y a plein de stratégies possibles pour déterminer un plan de bascule. Nous, on est resté sur l'étouffement et on s'est dit qu'on allait reprendre un pattern qui a été abondamment théorisé par l'excellent Martin Fowler dans un de ses articles de blog. Vous avez la référence juste ici, c'est le pattern de l'application étrangleuse. Donc si vous ne connaissez pas l'application étrangleuse, voilà un exemple de ce que ça donne. Là, vous retrouvez ici les 5 grandes couches, on va dire, de notre SI. 5 couches au passage qu'on a pu formaliser, notamment en bossant avec nos utilisateurs, comme disait Cédric juste avant, en les challengeant un petit peu sur les différents domaines. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des morceaux différents de métiers qui se faisaient à différentes étapes. Et donc on s'est dit, pour aller en prod, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une nouvelle appli. Et cette appli, on va détourner une partie des flux dedans et on va la brancher avec le partenaire cible à la sortie. Et progressivement, on va faire de la même façon, créer de nouvelles applis sur différentes couches petit à petit en détournant toujours plus de données. Et l'objectif final de ce pattern-ci, c'est qu'à la fin, vous pouvez tout simplement vous débarrasser de tout l'existant et transférer 100% des données sur le système cible. Il y a un petit disclaimer quand même. Faire ça, ça veut dire qu'à un moment, vous avez deux systèmes qui cohabitent. Donc ça veut dire double saisie pour vos utilisateurs. Nous, c'est un point clé dès le début. On a beaucoup parlé avec eux aussi pour leur dire, OK, dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêts à soutenir cette démarche ou pas, et de quoi vous avez besoin pour être capable de soutenir cette démarche. Du coup, on a passé une sorte de pacte avec eux sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc ça, c'est un pattern, c'est celui qu'on a choisi. Il y en a plein d'autres. La seule chose que nous, on considère certaine, c'est que, ne serait-ce que pour gérer les risques de votre projet et surtout pour avoir une date d'atterrissage probable, il faut définir votre stratégie de bascule, et c'est notre 4e commandement. Pour limiter les risques, dès le début, ta stratégie de bascule, tu définiras. Maintenant, on a nos objectifs, nos critères de succès, notre stratégie,
notre archi fonctionnelle, un début d'archi technique, un plan de bascule. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pas très concret. Donc maintenant, il faut y aller. Et on va y aller. Du coup, la première chose que nous avons fait, c'est essayer de valider ou d'invalider les hypothèses qu'on avait prises jusqu'à maintenant pour prendre en fait de la connaissance. Comme disait Henri juste avant, on a des choses qui nous aident à aller dans notre refonte, mais pour le moment, ça reste encore un peu flou quoi, au niveau concret. Et pour ça, on vous a pris un petit exemple qu'on a eu en début de refonte. Il s'est avéré qu'à un moment, en fait, il fallait faire un choix de techno concernant nos fronts à destination, du coup, nos utilisateurs qui opèrent le SI. Et on s'est dit qu'on allait faire un choix cohérent multifilial. Et a priori, dans la filiale, ils utilisent du React. Donc, on allait partir sur du React, faire un POC dessus et investir une itération pour voir un peu ce que ça donne. À la suite de cette itération, on a mesuré en fait l'effort qu'on avait fourni pour réaliser ce qu'on avait fait. On s'est rendu compte en fait que l'effort à faire était injustifié au regard du besoin que nous on avait. Sachant que notre client, sur ces différentes filiales, il avait des besoins d'exposition à des utilisateurs, des utilisateurs finaux. Nous, on n'était pas là-dessus, on était sur des écrans plus statiques. On n'avait pas besoin en fait de cette complexité-ci. Du coup, on s'est dit tout simplement, on ne va pas prendre ce framework. Alors, du coup, on a investi une itération en début de refonte pour essayer pour se poser la question de quel allait être le meilleur choix pour nous pour cette techno-ci. Et au final, ça nous a apporté grandement sur le reste de la refonte parce qu'on a gagné du temps sur le reste, sur le développement de nos différentes interfaces. Donc, le fait d'avoir récupéré cette connaissance-ci en début de refonte nous a grandement aidé. Ce qui nous amène à notre 5e commandement. Au démarrage du projet, maximiser l'apprentissage, tu favoriseras. L'autre grande question, c'était par quoi on commence d'un point de vue use case métier et qu'est-ce qu'on va choisir comme tête de pont en fait, pour notre refonte. Et là, on était un petit peu sur un paradoxe où on voulait quelque chose de pas trop gros, de pas trop compliqué pour être capable de démontrer rapidement de la valeur à nos utilisateurs, de montrer qu'il y avait du mouvement et que cette refonte, c'était pas un projet technico-technique fait par une équipe de dev dans son coin, mais que c'était bien quelque chose d'utile. Et en même temps, en droite ligne de ce que vient de dire Cédric, on voulait aussi quelque chose de pas trop petit et de pas trop simple, parce que sinon, on n'aurait pas pu se prendre d'éventuels murs et vraiment valider nos hypothèses au cadrage. Donc ce qu'on s'est dit en fait, c'est qu'on allait reprendre nos différentes couches de calcul et qu'on allait se faire un use case complet qui traverse tout. En revanche, pour éviter que ce soit trop gros, on allait prendre vraiment un sous-domaine assez restreint qui puisse justement être suffisamment petit pour qu'on puisse avoir une date de fin rapide et en même temps suffisamment challengeant pour qu'on puisse voir si notre découpage en différentes couches était cohérent. L'autre chose qu'on a faite, je vous parlais du pacte avec les utilisateurs un petit peu plus tôt, c'est qu'on a dit à nos utilisateurs, ok, en faisant ça, on va vous mettre directement à dispo des nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas dans le SI actuel. Donc on s'est dit, on va profiter de la refonte pour livrer tout de suite des nouvelles fonctionnalités. Ce sera peut-être un petit peu plus coûteux, mais l'avantage, c'est qu'au moins, on est sûr que nos utilisateurs qui font de la double saisie, ils n'ont pas l'impression de faire de la bête double saisie en mode je refais vraiment exactement la même chose, mais ils se rendent compte que sur les nouvelles interfaces, ils ont de la nouvelle valeur ajoutée et ça leur simplifie le travail. Et pour nous, c'est vraiment le point important d'arriver à créer de la dynamique, d'embarquer des gens, et c'est notre 6e commandement sur le démarrage de la refonte. Pour créer la dynamique, de la valeur, tu démontreras. Et du coup, on a passé le pacte avec ces utilisateurs-ci. Et nous, ce sur quoi on s'est attelé, c'est à faire là où il y avait justement le plus de valeur. Et comme disait Henri, la valeur, il faut arriver à la démontrer. Et pour la démontrer, il faut aller sur nos interfaces. Et du coup, ce qu'on a fait donc dans notre chaîne, pardon, excusez-moi. Et par ailleurs, en plus de ça, on s'est dit que, ok, faire c'est bien, mais si on a envie de démontrer vraiment que ce qu'on a fait fonctionne, on va aller en prod et on va faire le tout rapidement. Si on reprend notre chaîne qu'on a vue juste avant, en fait, nous, ce sur quoi on s'est dit qu'on allait travailler, c'est sur le moteur de calcul. C'est là où il y a le plus d'enjeux. Et ce moteur de calcul, l'interfacer avec notre partenaire, c'est là où on a le plus d'inconnus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est ce moteur de calcul. Et derrière, en fait, ce qu'on a délaissé
Dans un premier temps, c'est toute la partie base de données IHM de configuration, toute la partie IHM et configuration. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est de valider en fait l'interfaçage avec ce partenaire rapidement. À un moment, on avait pris peu de choix très structurants pour justement pouvoir se réaligner rapidement. Et du coup, ça nous amène à notre 7e commandement. Pour ancrer ta refonte avec des systèmes tiers en prod, tu iras. Et suite à ça, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pérenniser cette refonte? Donc là, on est en prod, on a notre use case qui est extrêmement light, comme vous avez pu le voir sur la slide d'avant, parce qu'on a fait quand même des choix assez critiques. Maintenant, il y a un autre sujet dont on a peu parlé jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de nos utilisateurs, de nos interlocuteurs techniques. Mais derrière tout ça, il y a souvent quelqu'un qui tient les ficelles ou les cordons de la bourse, par exemple. Un des enjeux d'une refonte, et que nous, on a appris un petit peu à nos dépens trop tard, c'est le côté mandat et sponsoring exécutif clair. Quelque chose de très important, c'est vraiment d'avoir l'aval de toute l'entreprise pour être sûr que le projet soit perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un programme de grande ampleur. Là-dessus, on a noté 3 choses. D'un point de vue métier, on s'est rendu compte que nos utilisateurs étaient nos meilleurs ambassadeurs et qu'ils faisaient de la com pour nous vis-à-vis de leurs autres services, et que vraiment, ils étaient convaincus de la valeur qu'on apportait et qu'ils nous soutenaient dans la démarche. D'un point de vue plutôt écosystème technique, on a un petit peu manqué de lien avec les différents partenaires de l'autre filiale notamment, pour leur démontrer plus fréquemment de l'avancement, et on a vu qu'à un moment on s'était un petit peu éloigné, perdu de vue, et ça nous a coûté du temps au moment de se resynchroniser et de reparler ensemble. Et la dernière chose d'un point de vue plutôt orga, c'est de s'assurer qu'en fait votre fonte, vu que là on vous disait, nous ça fait 2 ans qu'on est dedans et c'est pas encore fini, votre fonte doit être considérée, vous devez faire en sorte qu'elle soit considérée comme un programme stratégique et pas uniquement comme un projet à part. Et c'est ce genre de choses-là qui vont vous permettre de vous faciliter d'autres compromis qui vont être plus des compromis au niveau orga. Pour nous, c'est le 8e commandement. C'est pour assurer sa pérennité, ton programme dans son écosystème, tu inscriras. Enfin, dans cette refonte, il y a encore un autre acteur qu'on ne parle plus depuis quelques slides, qui est notre legacy, et qui représente aujourd'hui la vérité de la valeur qu'on délivre à nos utilisateurs. Il nous est arrivé en fait d'être face à un use case de ce legacy qui consistait à versionner toute la configuration de l'existant sous un méta-objet en fait, qui gérait ce cycle de vie-ci. En voyant ça, nous on s'est dit que en fait, il n'y a pas spécialement de raison de lier tous ces objets métiers-ci, on va casser leur cycle de vie. Partir sur un cycle de vie par domaine. Et que ça nous allait bien. Et en fait, il s'avère qu'on avait bien besoin de cohérence à un moment donné, et cette cohérence-ci, on l'avait perdue à un moment. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, jusqu'à maintenant, on considérait ce choix-ci un peu comme aberrant. Du coup, partant de là, qu'est-ce qu'on a pris comme décision? On s'est raccroché à nos objectifs et à nos critères de succès. Et l'un de ces objectifs et critères de succès, c'était de pouvoir rendre la configuration de nos différents domaines isolés. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on allait faire, c'est mettre de la cohérence à terme, qui est un choix au final qui correspond également au métier, parce qu'en fait, on s'était rendu compte avec eux que ça nous posait problème de tout lier à chaque instant, de lier tous ces objets-ci dans leur cycle de vie. Au final, on se retrouve à avoir de la cohérence au moment où on en a vraiment besoin, et on peut quand même avoir un cycle de vie séparé entre nos différents domaines. Et tout ça, en fait, ça nous est arrivé quand même assez tard dans la refonte, parce que justement, on a négligé en fait l'une des règles de l'existant, en pensant que c'était une règle un peu vieillotte, caduque, qu'on avait oublié de faire un refactor entre-temps. Et cela nous amène à notre 9e commandement, qui est: lorsqu'une règle existe dans le legacy, sa raison, toujours, tu trouveras. Et pour finir, on va parler de bataille, en espérant que ce soit une bataille qui se finisse mieux que ce qui est arrivé au charmant monsieur sur cette affiche. L'un des problèmes épineux dans toute refonte, c'est que pendant que vous faites votre refonte, le métier il vous attend pas, et lui il a toujours ses besoins, et à un moment il va falloir continuer à faire évoluer les choses.
Et nous, on s'est retrouvés comme, je pense à peu près tout le monde qui a déjà fait une refonte, dans la situation où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait des nouveaux besoins qui arrivent et comment est-ce qu'on fait pour les intégrer au cycle de vie de notre refonte, etc. On a eu un succès et un échec, on va dire. Le succès, je vous l'ai déjà partagé un petit peu avant. On est parti du principe dès le début que certaines nouvelles fonctionnalités allaient être embarquées par la refonte et que c'était cette refonte qui allait permettre de servir les nouveaux objectifs business de l'entreprise. Ça a été un succès parce que du coup, ça a vraiment permis d'ancrer les choses et de faire en sorte que la refonte soit en lien, on va dire, avec les objectifs business de la boîte. Là où en revanche on a eu plus de mal, c'est qu'à un moment on est arrivé sur un nouveau lancement de service, un gros objectif business qui traversait toutes les couches de notre SI sur un domaine qu'on n'avait pas encore couvert. Et là on n'a pas eu d'autre choix en fait que d'inscrire la réponse technique à ce besoin dans notre système legacy. Ça nous a pris pas mal de temps et ça a mis un petit point d'arrêt sur la refonte. L'effet négatif, c'est que se remettre en route après, c'est un peu plus compliqué. L'effet positif, c'est que quand on s'est repenché sur les sujets, on avait la tête un peu plus fraîche. Comme disait Cédric juste avant, on avait remis les mains dans certaines parties du legacy et ça nous a permis aussi de recomprendre pourquoi certains choix avaient été faits à certains moments et pourquoi certaines hypothèses de modélisation qu'on faisait n'étaient pas forcément les bons. Donc on est reparti là-dedans, un peu fatigué, un peu usé, mais avec des idées nouvelles et des idées claires. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui est sûre, c'est que le 10e commandement et le dernier est sans doute le plus difficile pour toute refonte. C'est pour rester vivant, l'équilibre entre existant et refonte, tu chercheras. Pour finir, on va vous révéler les tables de la loi dans leur grandeur. Ce qu'on a essayé de vous faire passer tout au long de ce talk, c'est, si vous regardez d'ailleurs les tables de la loi telles qu'elles sont, vous avez beaucoup de questions sur les partenaires, les utilisateurs, la façon dont on communique avec tous ces gens. Et en réalité, la technique, finalement, j'ai presque envie de dire que c'est un accident bien heureux de parcours et que vraiment la cible à conserver, c'est comment est-ce que je peux designer un système qui va répondre aux contraintes et aux besoins de mon organisation. Merci pour votre attention et bon appétit. Merci.